Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Entretien avec Abdelkébir Katibi, 2007 à 2008. Un autoportrait, peint ou rendu par les mots, est toujours une vérité masquée dans le langage. Le masque d'une initiation à une quête dont il faudrait composer l'arrangement des signes, afin de se révéler à soi comme un étranger. A. Katibi. J'aimerais commencer ces entretiens en commençant vraiment par le commencement, en vous demandant justement au tout début de notre conversation, qu'est-ce qu'un entretien pour vous? Comment vivez-vous la parole, l'énonciation directe pendant que l'écriture se retire? Y a-t-il écart, frustration, et dans ce cas comment vivez-vous cette aporie ou l'écart entre écriture et parole? Qu'est-ce que cela représente pour vous d'accepter le principe d'un ensemble d'entretiens? Quel bouquet de questions! Je répondrai un peu en vrac. Écoutez, mon ami. Lorsqu'il m'arrive de mettre un masque sur les yeux avant de m'endormir et de me reposer, je rentre en ma nuit intérieure qui veille sur ma lumière du jour. Dans cette nuit intime, il me manque le visage de l'autre, sa voix, son geste, ses différentes expressions, bref sa présence et son rayon de lumière. Quand on parle à quelqu'un ou à plusieurs, alors qu'on écrit à personne, à un être anonyme. M'entretenir avec quelqu'un, c'est cela. C'est toujours un pari sur le principe de la sollicitude. Quand je parle et que j'écoute, je cherche un lien, un espace de sociabilité complice. On se révèle quelque part à soi-même, on dit plus ce qu'on ne pense, c'est surprenant. Yves Bonnefoy a dit récemment ceci qui permet d'introduire ma question. La poésie prescrit de ne pas être l'idolâtre d'un rêve, mais de ne pas davantage s'accepter en iconoclaste, sauf que la voie qui s'ouvre en cette lucidité maintenue ne devra pas se faire la résignation narcissique, mais l'obstination qui constatant l'échec, revient au mot, recommence parce que son besoin d'unité est grand. Quel est votre besoin d'écriture aujourd'hui à vous? Dans les années 80 vous disiez que c'était une question de vie, de survie, de maîtrise de soi hors la folie. Les années 90 vous insistez sur la phrase rêveuse, le rythme, une sorte de technique de travail, la maîtrise de l'objet. Et aujourd'hui, alors, quel est votre démon? C'est une quête initiatique. Il y a des secrets de vie et des secrets de métier, qui ne sont pas transmissibles directement. C'est au lecteur de mettre du sien. J'écris, je pense, dans la mesure où je travaille sur moi-même. Telle est ma règle. Être en mouvement dans le rythme de la vie. Et vous savez que la vie est faite de fragments. L'unification de soi à soi est un mythe, une belle illusion certes, mais à trop idéaliser son moi, on risque de tomber en morceaux. Je me considère plutôt comme un dissident pacifique, qui cherche des étincelles de transfiguration, y compris dans mes faiblesses, mes étourderies, mon exigence de l'impossible. Votre vie a construit une écriture. Est-ce que l'écriture a construit votre vie? En tout cas, elle lui a donné une forme, une visée, un horizon. Mais il ne faut pas confondre toute la vie avec le langage. Je ne suis ni un livre, ni un parchemin. Je joue avec le destin comme tout un chacun, et tant que mon être le plus intime est en mouvement, je joue avec des feux croisés. Je me laisse revoir par la moindre parcelle de désir et de connaissance. J'observe et j'essaie de construire l'art inachevé de ma propre vie. Cet art consiste en une illusion vraie. Apparemment, c'est là un secret de Polichinelle, mais essayez mon ami d'en tirer la portée analytique par rapport à l'art, la pensée, la vie de tous les jours. Comment vit Katibi aujourd'hui après une longue période? Une longue histoire de travail, de labeur, de formation intellectuelle, de dispersion et de rapprochement, car de livre en livre vous devenez d'une certaine manière non localisable. Quelle place dans les débats d'idées actuels? Avez-vous le sentiment d'occuper ou de ne pas occuper? Comment préféreriez-vous que l'on vous définisse? Comment je vis? À ma manière, être fidèle à soi, à ses certitudes et incertitudes. Il est vrai, on ne sait pas où je vais. Dans mon pays ou ailleurs, on n'arrive pas à identifier facilement l'ensemble de mes activités. Mais je suis un être de désir qui ne construit pas un système fixe de pensée et d'écriture. Peut-être suis-je plutôt un trajet qu'une arrivée. Je me destine au voyage, qu'il soit réel ou imaginaire. Par curiosité, par passion. Avez-vous une méthode de travail? Un timing? Un cérémonial, des lieux d'écriture, des espaces de prédilection et qu'est-ce qui nourrit votre travail d'écrivain? Oui, je suis discipliné. Une discipline avec beaucoup de variations.
Cela dépend du type de texte que je veux et peux écrire. Par exemple, un roman. Il demande beaucoup de temps, de souffle. Je dois donner corps à mes émotions du moment, dans l'apparition et la disparition des personnages. Plus seul et plus masqué que jamais. J'avance dans l'obscurité de la langue. Je m'explique. Je prépare beaucoup la scène de l'apparition d'un personnage. Car il va naître, surgir dans le regard du lecteur pour la première fois. Visualisez cette apparition par quelques traits, lui donner une figure, une voix, une gestuelle. Le théâtraliser devant vous, lecteur. Cette figuration du personnage est une traduction de mon théâtre intime, de mes effets et mes perceptions. À travers ce filtrage, j'explore en fait mon propre corps comme un être qui se révèle à soi. Il m'arrive de créer un personnage au détour d'une phrase. Le personnage est le masque d'une personne, d'un homme fait langage, moi-même. Visualiser, c'est impliquer le lecteur, sa vision, son corps. Mais l'écrivain n'est pas un photographe, il ne décrit pas tout, c'est impossible. Il prélève quelques traits distinctifs du personnage, il en fait une proposition au lecteur. Des traits distinctifs. Un regard, un grain de beauté, une démarche, un geste, une grimace, autant de signes d'une apparence vraisemblable. C'est la silhouette d'un être qu'il doit animer, celle d'une apparence qui doit être vraie, qui évoque la réalité en la filtrant. Dans Pèlerinage d'un artiste amoureux, Raïssi se révèle à soi par une quête initiatique, corps, esprit et âme. On devient lecteur lorsqu'on se glisse sous la peau du personnage. Ce sont là des vases communicants, d'un être à un autre. Dans la lecture, nous cherchons tous à atteindre quelques moments de bonheur et de connaissance. La lecture active est aussi une expérience d'édification de soi. Je ne suis que le transmetteur d'un désir commun. Quand on écrit, la voix devient intérieure au silence, aux puissances envoûtantes du silence. La vision se brouille. Il m'arrive de fumer du tabac de pipe pour surnager au-dessus du silence, car en ces moments, mon corps ne peut être orphelin de mes 5 sens. Je me lève parfois, je fais quelques pas, je bois du thé, je mange un peu. Mon corps n'est pas une niche onirique, il n'est pas que cela. Il a sa propre vie organique, et je dois m'y adapter, garder une étrange familiarité avec ses règles et ses excès. Dans la parole, c'est autre chose. Puisque dans toute vie de l'écriture, il existe une vie de lecture, comment vous est venu le goût de la lecture? Et rappelez-vous des livres qui vous ont marqué dans les premiers temps de votre jeunesse, et qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui comme lecteur? Autre chose. Vous me demandiez, mon ami, comment je préfère qu'on me définisse? Eh bien, je dirais que je suis un résistant pacifique ou mieux, un horizontal amoureux. Mais cette formule change selon mon état d'esprit. Chacun est libre de me définir comme il l'entend ou le sent. Je ne me porte garant que de mes propres incertitudes. À l'école primaire, j'étais presque orphelin de livres. Les ouvrages scolaires sont des instruments de formation, pas plus pas moins. L'âge de mes lectures, c'est à l'internat que je le dois, à 11 ans et demi. Je vous renvoie à mon recueil d'articles et d'entretiens La langue de l'autre. J'ajouterai quelques notations. Ma bibliothèque personnelle a puisé dans plusieurs bibliothèques, celle du collège, celle de la municipalité de Marrakech, bien fournie et bien mise à jour. Elle fut ma référence nourricière. Imaginez qu'elle était connectée à la Bibliothèque générale de Rabat. C'est dire que je disposais de dizaines de milliers d'écrits. J'avais un copain de collège qui lisait peu, mais il achetait, je ne sais pourquoi, toutes sortes de livres. Il les achetait au kilo, au marché aux puces. Marché qui a été rasé au lendemain de l'indépendance pour loger Club Med, aux confins de la Jama al-Afna et de la Koutoubia. Cette place, devenue, grâce à mon ami Juan Goytisolo, un patrimoine immatériel classé par les soins de l'UNESCO. D'autre part, je disposais de ces spectacles populaires animés par le conte oral, et de l'autre, ma bibliothèque personnelle ne souffrait pas de manque. Je n'avais pas d'argent, mais je pouvais m'enrichir, oniriquement parlant. Mes lectures initiatrices? Jabran Khalil Gibran, toute son œuvre en arabe, Charles Baudelaire, toute sa poésie, et tous les poètes romantiques et symbolistes français ou francophones, Maeterlinck, Verhaeren. Rimbaud bien sûr, Mallarmé surtout et Valéry. J'ignorais Lautréamont et les surréalistes. C'est venu plus tard. Je me formais peu à peu, mais régulièrement à plusieurs types de poésie. La poésie lyrique, le chant et la musique des sons, la poésie intellectuelle Mallarmé,
la poésie narrative, Racine, Corneille, la poésie formaliste. Je m'instruisais grâce à leur esprit inventif. Le roman, en même temps que la découverte de la poésie lyrique. Stendhal, puis un peu plus tard Dostoïevski qui m'a bouleversé. Je les relis rarement aujourd'hui. La joie de la lecture fait partie d'une quête initiatique. Une quête qui s'exerce à l'esprit inventif, au goût des belles expressions évocables, à la traduction de mes sens et de mes émotions en une sorte de révélation de la vie dans ma solitude. Avec chaque texte nouveau, chaque trouvaille langagière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est continuer dans le même cheminement, découvrir des écrivains qui me sont inconnus. Dans le texte original ou dans la traduction. Je ne m'attarde pas sur la lecture cursive qui me paraît inutile à mon édification, la paralittérature, les écrits informes ou médiatiques. Aussi suis-je accaparé par le métier de penser et d'écrire, avec une mise en forme toujours à tisser, à ciseler, à nouer aux choses de la vie. C'est une discipline, un mode d'art de vivre. Encore faut-il être disponible au silence, à la méditation, au recueillement, au petit bonheur du hasard et des trouvailles. Dans votre réflexion, l'art et ses formes ont toujours tenu une place éminente qu'il s'agisse de la peinture, des configurations liées aux arts traditionnels. Quels sont vos goûts, pourquoi cet intérêt pour les différentes formes en dehors de l'écriture? Comment intégrez-vous les autres arts, visuels, artistiques, traditionnels comme la calligraphie, dans votre vie d'intellectuel? Que représente pour vous l'art ou tout ce qui est d'un autre ordre que l'écriture littéraire? Autrement dit, pour vous, l'écriture n'a pas supplanté les autres registres? N'est-ce pas un projet fou d'être l'arpenteur de plusieurs territoires? Les arts communiquent entre eux. Ils s'inspirent mutuellement, directement ou indirectement. Un faisceau de désirs les réunit dans l'intelligence sensible du corps. Personnellement, j'aime visualiser, rythmer la mise en forme de mes premières notations. Cet amour ne suffit pas. Il convient d'apprendre auprès des artistes, de leurs pensées et techniques. La révélation de soi comme un écrivain en devenir ne relève pas d'une génération spontanée. Elle arrive ou n'arrive pas. Quand elle arrive, c'est une grâce que je ne peux que bénir. À ces moments, votre vie d'écrivain est justifiée. J'ai toujours fait confiance à ces moments de bonheur et de l'insouciance, qui rééquilibrent les soucis du jour, la fatigue du travail, la responsabilité devant les autres. Ce sont des étincelles de joie. L'art nous permet de fixer ces éternités fugitives. La calligraphie? Je me suis expliqué ailleurs. Aujourd'hui, je dirais que c'est le signe qui est ma passion captive. Signe écrit, coloré, cryptographique, le signe sous toutes ses formes. Signes qui disent autre chose que la langue, signes comme jaillis de la nature ou d'une œuvre tout à fait mystérieuse, inconnue. En fait, je m'intéresse à la calligraphie comme au jazz. Il y a un thème puis des variations improvisées. Ce n'est pas donc par fétichisme de la lettre ou à cause de ma médiocre graphie, c'est vrai aussi, j'écris vite et avec un geste nerveux, le stylo penché. Je pense que c'est par amour du détail et de la miniaturisation. Le livre que nous avons réalisé, Mohamed Sigelmassi et moi-même, nous l'avons conçu et réalisé en connivence amicale. Lui, le photographe et l'imagier, et moi le scribe. Des conditions particulières nous ont été favorables. Il faut que je les raconte. Après la publication de mon essai intersémiotique La blessure du nom propre, 1974, et son ouvrage Les arts traditionnels du Maroc, il m'invita à un dîner chez lui, à Casablanca. Si Mohamed, je l'appelle ainsi, m'a tout de suite séduit par sa courtoisie, son amabilité, son élégance, son goût pour les arts et les belles choses, sa disponibilité, son esprit de collaboration, la joie qui se dégageait de sa personne. Une sorte d'aristocrate bien civilisé. Bref, un ami virtuel pour moi et mes affections amicales. Cette amitié s'est scellée depuis cette première rencontre. Malgré sa renommée de l'époque, il était méconnu dans son milieu bourgeois et inculte, que j'ai décrit dans Triptyque de Rabat, en tant que bourgeoisie en papier glacé. Il me proposa de réaliser avec lui un livre d'art sur un sujet de mon choix. Attitude de confiance et de sollicitude. Un mois après, je lui parlais de la calligraphie arabe. Alors commençait pour choisir notre documentation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.